Transcendance, c'est un projet de création d'une application web complète grâce à l'utilisation de langage de programmation moderne. Il faut savoir que c'est le dernier projet du cursus du tronc commun de l'école 42 et c'est le premier projet web également de tout le cursus. Et donc ce qui fait que pour beaucoup, ça va constituer le premier projet professionnalisant et c'est grâce à ce projet qu'ils vont pouvoir accéder au marché du travail. Donc Transcendance, c'est quoi? Transcendance, ça consiste en apparence à recréer un classique du jeu vidéo qui est Pong, qui est le premier jeu vidéo, je crois, qui a été inventé. En apparence, c'est ça. En fait, il ne s'agit pas seulement de créer une page web dynamique où on va pouvoir faire une partie. Il s'agit aussi de mettre en place toute une infrastructure de type CRUD, capable de gérer les comptes utilisateurs, un système de chat en temps réel et l'historique des parties. Tout ça, ça implique de la manipulation de bases de données pour stocker, supprimer, modifier les informations, la mise en place de la logique aussi de l'envoi de ces données. Bien sûr, dans tout ça, il faudra aussi gérer toutes les problématiques de sécurité qui vont avec. Donc, étant donné que c'est un projet web, je vais brièvement rappeler les bases de son fonctionnement. Ok, donc qu'est-ce qu'Internet? Internet, c'est le plus grand réseau au monde, tout simplement. Donc sur ce réseau, comme sur n'importe quel réseau, il y a des machines avec des adresses IP qui communiquent entre elles, et elles communiquent entre elles à l'aide d'un protocole qu'on appelle protocole HTTP. Ok, je ne rentre pas dans les détails du protocole HTTP, il faut juste se dire que c'est un ensemble de règles qui vont définir un formatage pour les messages qui sont envoyés entre les machines, et c'est grâce à ce formatage que derrière les programmes qui vont réceptionner les messages, ils peuvent définir une logique d'interprétation. Donc comme j'ai dit, sur ce réseau, il y a des machines. Les machines, elles communiquent entre elles, mais elles communiquent entre elles à l'aide de programmes. Okay, c'est les programmes qui sont sur les machines qui vont lancer les requêtes et les réponses HTTP. On peut distinguer deux types de programmes, les clients et les serveurs. Un client HTTP, c'est un programme qui va faire les requêtes HTTP, c'est-à-dire qu'il va demander quelque chose au serveur. Ensuite, c'est à la charge du serveur de décider de la réponse. Un exemple très connu de client HTTP, c'est les navigateurs web. Google Chrome, Safari, Firefox. En fait, tout ça, c'est des programmes. Donc, à l'intérieur, on va y revenir dans la vidéo, il n'y a pas qu'un client HTTP, mais c'est notamment des programmes qui servent à performer des requêtes. Et donc, lorsqu'on rentre une URL dans la barre de recherche, le nom de domaine qu'on rentre dans l'URL, c'est un alias pour une certaine adresse IP qui se trouve sur le réseau. Et ensuite, le programme qui tourne à cette adresse IP-là va réceptionner la requête et va la traiter pour envoyer une réponse. Donc, de l'autre côté, on a les serveurs. Donc les serveurs, c'est des programmes, à la différence des clients HTTP et donc des navigateurs qui tournent souvent sur les ordinateurs personnels. Un programme de type serveur HTTP, il tourne souvent sur une grosse machine qui ressemble à ça. Ok ? Il faut savoir que ces machines, elles aussi, elles sont appelées serveurs, mais il faut les distinguer des programmes qu'on appelle aussi serveurs et qui tournent dessus. Pour simplifier, on peut dire que c'est ni plus ni moins que de gros ordinateurs sans interface graphique. D'ailleurs, on pourrait très bien faire tourner un programme de type serveur sur sa propre machine et c'est ce qui se produit à chaque fois qu'on est en phase de développement. Ces machines, elles sont hébergées dans des data centers qui se relaient en fait 24 heures sur 24 pour faire tourner le serveur à l'intérieur pour que quand il y a un client qui souhaite demander par exemple une page web, il puisse le faire à tout moment. Ok, donc maintenant qu'on a rappelé les bases du fonctionnement d'Internet, on va explorer un petit peu comment est organisée l'architecture d'une app web. Et on va voir que dans cette app web, il y a différentes parties qui n'ont pas les mêmes fonctions et qui ne sont pas destinées à être exécutées dans le même environnement. Déjà, il faut dire qu'il y a une infinité de manières de structurer son architecture, que les lignes des catégories que là je m'apprête à définir, elles sont floues. Elles sont constamment redéfinies en fonction des tendances de l'industrie. L'industrie connaît ses saisons, ses modes, ses avancées, parfois même des révolutions technologiques. Mais il y a quelques bases à connaître et qui ne changent pas vraiment. Donc là, les termes que je vais employer, c'est des termes très connus. On va avoir deux principales parties dans l'application. Il va y avoir le front-end et le back-end. Le front-end, c'est la partie visible de l'application. C'est l'interface. Donc, c'est là qu'on va avoir les boutons, les checkbox, le texte. Et en fait, c'est cette partie qui permet à l'utilisateur d'interagir avec notre application. Okay ? Cette partie-là, elle est destinée à être interprétée
à l'intérieur du navigateur. Ok, donc à l'intérieur de notre app, il va y avoir un fichier, enfin il va y avoir un dossier avec différents fichiers. Là-dedans, on va retrouver le HTML, donc c'est un langage de balise qui est utilisé pour représenter le contenu d'une page web, sa structure. On va retrouver aussi le CSS. CSS, c'est des feuilles de style qui sont utilisées pour définir la manière dont le HTML il devrait être rendu à l'écran. On peut un peu le voir comme l'artiste, hein, c'est là-dedans qu'on met les couleurs, qu'on définit la taille, etc. Et à l'intérieur de ce dossier front, il va aussi avoir le JavaScript. Donc le JavaScript, c'est quoi? C'est le langage de programmation par excellence côté client. C'est lui qui permet de dynamiser une page, c'est lui qui permet de déclencher les actions lorsque l'utilisateur interagit avec la page. Ce qui est crucial de comprendre, c'est en fait tout l'environnement côté client et le contexte dans lequel ces fichiers vont s'exécuter. Ok, le front, il est exécuté dans le navigateur. Et un navigateur, on peut le diviser en 3 grosses parties. Donc la première partie, ça va être l'interface utilisateur. C'est la partie que tout le monde connaît. C'est la barre d'adresse, c'est les boutons, c'est les onglets, le menu, l'interface pour la navigation, là où tu rentres les URL, etc., etc. En dessous, si je peux dire sous le capot, on va avoir 2 moteurs. Tu as un moteur de rendu et tu as un moteur JavaScript. Le moteur de rendu, en fait, c'est lui qui va prendre les fichiers HTML et CSS et qui va créer la représentation visuelle que toi, tu vois affichée à l'écran. Ok, donc c'est ce moteur de rendu-là qui fait la transition. Ce moteur de rendu, non seulement il est responsable de l'affichage des pages HTML et CSS à l'écran, mais ce qu'il fait en même temps, c'est qu'il construit un objet qu'on appelle le DOM. Le DOM, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui est donc créé par le moteur de rendu et que le navigateur va fournir au JavaScript pour qu'à l'intérieur du code JavaScript, toi, tu puisses avoir accès au DOM. Et le DOM, en fait, c'est un objet qui va représenter la structure de la page. Donc, c'est-à-dire que depuis le JavaScript, toi, tu as accès à la structure de la page et puis tu peux interagir avec elle. Et c'est grâce à ça que ton JavaScript, il permet de dynamiser une page web. Si c'était juste du code en dehors de tout contexte, bah, tu ne pourrais pas manipuler la page. Et donc, c'est ce DOM-là qui fournit l'accès à la page et à la structure de la page. Donc, tu as l'interface utilisateur que tout le monde connaît. Tu as les 2 moteurs, moteur de rendu et moteur JavaScript. Et tu as le gestionnaire de protocole réseau. En fait, c'est cette partie du navigateur-là qui permet de performer les requêtes HTTP dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà en gros pour la partie front-end. Maintenant, cette partie front-end, j'ai dit qu'elle s'exécute dans le navigateur. Pour que la partie front, elle puisse arriver jusqu'au navigateur, il faut bien qu'elle parte de quelque part. C'est-à-dire que moi, si je te dis que tu vas accéder à un certain site, il faut bien qu'on t'envoie les fichiers dont je viens de parler. Et ça, c'est le rôle du back-end. Le back-end, son environnement, c'est pas le même que celui du client, c'est pas un navigateur, c'est pas Google Chrome. Ça va être simplement l'OS de la machine sur laquelle il tourne. En fait, généralement, c'est des Linux classiques. Ça va être du Ubuntu, ça va être du Debian. Et donc, en théorie, en fait, on peut développer un programme de type back, de type serveur, dans n'importe quel langage. Tu pourrais le faire en C, tu pourrais le faire en C++. Il y a un projet, d'ailleurs, de 42 où on doit refaire un langage en C++. Maintenant, historiquement, il y a quand même des langages qui sont plus utilisés que d'autres. Et donc on peut citer Python, on peut bien évidemment citer PHP. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça représente encore 75% du web aujourd'hui. Bien sûr, tu as Ruby, donc langage très populaire, moderne, pour faire des apps côté back. Et pour ce qui va nous intéresser, nous, dans le cadre de Transcendance, évidemment, tu as JavaScript. Donc JavaScript, on a vu qu'à l'origine, c'est un langage côté client. C'est le langage qui peut être interprété par les navigateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu as des programmeurs qui ont développé un outil qui permet d'interpréter le JavaScript dans un environnement entre guillemets classique. Et cet outil, c'est Node.js. Node.js, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être l'équivalent du moteur JavaScript qui tourne à l'intérieur du navigateur, mais dans un environnement classique. Donc évidemment, tu n'as pas accès aux mêmes choses. Par exemple, le DOM, tu n'as pas accès puisqu'il n'y a pas de DOM, tu es sur un serveur, tu es un back-end. Donc il n'y a pas de représentation de la page, tu n'as pas de HTML, tu n'as pas de choses comme ça. Mais ça va te fournir d'autres choses. En fait, c'est une interface entre la machine hôte et le système, par exemple, de network de la machine hôte qui va te permettre de performer des réponses HTTP, d'avoir accès au système de fichiers, etc., etc. Un autre truc, je pense, qui vaut le coup d'être abordé sans rentrer dans les détails
pour finir sur la partie back, c'est ce qu'on appelle les bases de données. En fait, les bases de données, c'est des programmes qui vont contenir l'ensemble des informations que tu veux stocker sur le long terme et les organiser de manière à ce qu'elles soient facilement accessibles et facilement mises à jour. Ok. Donc, il y a toutes les données à l'intérieur de la database. Ensuite, toi, à l'intérieur du code de ton back, tu peux performer ce qu'on appelle des requêtes sur ta base de données. Ça se fait à l'aide de langage, en fait, de langage propre à la base de données. Le plus connu, c'est SQL. Mais tu as des langages d'interaction avec la base de données qui sont plus modernes, qui n'utilisent pas forcément que le SQL. Dans tous les cas, il y a un certain langage qui te permet de communiquer avec cette base de données qui contient toutes tes informations. Et ensuite, la base de données te les renvoie. Et avec ta logique côté back, toi, tu définis ce que tu vas faire avec, qu'est-ce que tu vas renvoyer et sous quelle forme au client. Ok. Donc, je donne un exemple. Tu arrives sur un site et c'est un site où tu as un compte utilisateur. Tu veux te connecter. Donc, toi, tu cliques sur Login, tu rentres tes informations et tu te connectes. La page que le serveur il va te renvoyer juste après ça, c'est une page qui est personnalisée. Donc ce que le serveur il va faire, c'est qu'il va aller dans sa base de données. En fonction de toi, le nom d'utilisateur que tu as rentré, il va demander à récupérer tes informations personnelles qui sont stockées dans la base. Et ensuite, il va s'en servir pour générer par exemple une page HTML personnalisée qui va te renvoyer. Ok, donc voilà, c'est à peu près tout pour l'architecture d'une app web. Si je résume, tu as le front, tu as le back. Dans le front, tu as HTML, CSS, JavaScript qui tournent à l'intérieur du navigateur. Et dans le back, tu as n'importe quel langage, mais dans le cas de Transcendance, tu vas avoir JavaScript qui va être exécuté grâce à Node.js sur le serveur. Et tu vas avoir une database dans laquelle on va stocker nos informations, qu'on va aller chercher et qu'on va traiter pour envoyer après au front. Il faut savoir que quand on développe une app web, il y a énormément de choses qui sont redondantes. Donc il y a des tâches qui ont déjà été performées des milliers de fois par des milliers de développeurs différents. Et au fur et à mesure, à force d'itération, ils ont peaufiné la manière de faire. Ils ont développé une certaine vision sur la manière de structurer les choses. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un double but d'harmoniser les pratiques et d'économiser du temps, tu as différents frameworks qui sont nés. Ok, donc qu'est-ce qu'un framework? En gros, c'est un peu comme un langage, par-dessus le langage, avec des fonctions qui permettent de performer rapidement des tâches génériques et une organisation qui va avec ce langage. Ok. Donc, des frameworks, il y en a une tripotée pour le front et pour le back. Et nous, dans le cadre de Transcendance, pour notre sujet, on doit utiliser Nest.js pour le back. Et pour le front, on est libre dans la mesure où c'est un framework qui correspond à l'architecture type Single Page App. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant, déjà parce que c'est pas super clair encore pour moi et que ce sera le sujet des prochaines vidéos. Il faut savoir qu'actuellement, j'en sais pas plus que ce que je viens d'expliquer sur le développement web. J'ai quelques bases en JS, en React, mais ça date de l'époque où je m'initiais à la programmation. Et depuis, j'ai surtout fait du C et du C++. Donc, je vais commencer par le backend, Nest.js, et au fur et à mesure, j'expliquerai ce que je viens d'apprendre en vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça a été clair. Si j'ai dit des conneries, évidemment, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, c'est fait pour ça. Et donc, du coup, je vous dis à la prochaine. Ce sera très probablement une vidéo sur ce que je viens d'apprendre sur Nest.js.